Pardon pour le retard. Donc, on reprend. Donc, on va parler de la protection myocardique et puis on va terminer avec l'arrêt de la CEC. Donc, c'est comme pour toute la perfusion, c'est l'équilibre entre la VO2, cette fois-ci myocardique, et la délivrance en oxygène pour le myocarde. Il s'agit de maintenir cet équilibre. Alors, normalement, un cœur qui bat consomme beaucoup d'énergie. C'est un des organes avec le foie qui en consomme le plus. Lorsque le cœur fibrille, déjà, il consomme beaucoup moins. Et il y a, attendez, je vais le mettre en diaporama. Il y a certaines chirurgies très brèves qui peuvent être faites en fibrillation. En CEC, bien sûr, mais au lieu d'arrêter le cœur complètement et de clamper l'aorte, de induire une fibrillation ventriculaire pour quelques minutes. Donc, c'est le cas de la chirurgie de la CIA que certains chirurgiens préfèrent faire comme ça au lieu de clamper. Et je vais vous montrer des courbes pression-volume des cœurs qui ont eu même un arrêt très bref. Ces courbes ne sont pas normales. Alors, j'ai pas de courbe à vous montrer des cœurs qui ont fibrillé, mais il y a une croyance des gens pour penser que un cœur qui a fibrillé a quand même eu du sang qui a circulé dans les coronaires, alors qu'un cœur qui a été arrêté, il n'y avait plus de sang qui a circulé dans ses coronaires. Alors après, un cœur qui est en assistance consomme encore moins. Donc il est déchargé, la pression transmurale est faible et il consomme peu d'énergie. Donc c'est d'ailleurs pourquoi lorsque les patients sont en bout de course avec des insuffisances cardiaques très avancées, le fait de les mettre en assistance non seulement sauve le patient puisque ça rétablit le débit systémique, mais également sauve le cœur. Qui a donc le temps de récupérer et sauve le cœur aussi parce que ça augmente son débit coronaire et ça lui permet de récupérer sa dette d'oxygène. Et puis, ça lui permet de consommer extrêmement peu puisqu'il n'a plus besoin de développer de la pression. Et puis après, un cœur qui est arrêté continue quand même de consommer de l'énergie pour maintenir son intégrité structurelle, ses membranes, sa mitochondrie, voilà. Et puis un cœur qui est arrêté et qui est mis en hypothermie, il consomme encore moins, mais il consomme quand même un peu, pour les mêmes raisons, il doit survivre. Alors nous, on va s'intéresser à cette situation où le cœur est arrêté et que l'aorte est clampée, plus ou moins si le cœur est en plus rendu en condition d'hypothermie. Donc, vous voyez, on s'intéresse quand même à la consommation d'oxygène ici est très très faible. Donc, vous devinez tout de suite qu'il va être très difficile de dire qu'une façon d'arrêter le cœur et de le protéger est meilleure que l'autre, puisque rien qu'arrêter le cœur, ça le protège déjà. Il consomme très peu d'énergie pour survivre. Donc, à la limite, on pourrait imaginer que n'importe quelle méthode qui arrête le cœur nous permettrait de faire la chirurgie sans qu'il y ait des dégâts du fait que le cœur n'a pas été perfusé, puisqu'il a consommé très peu. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la chirurgie cardiaque, si vous lisez, il y a des gens qui ont opéré comme ça, hein, qui ont clampé le cœur par intermittence, ils ont relâché, le cœur est reparti, il a été reperfusé, ils l'ont reclampé, et puis bon, j'imagine que les résultats n'étaient pas ceux qu'on voit aujourd'hui, mais ça a permis aux patients et au cœur de survivre. Alors, comment se passe donc la protection myocardique? Donc, on va avoir donc besoin de clamper l'aorte. Le cœur déjà, il est vide parce qu'il a été vidé par la CEC. Il ne reçoit plus de retour veineux systémique. Il reçoit très peu de retour veineux pulmonaire.
donc il n'éjecte plus, il est donc presque vide et ça nous permet donc de l'arrêter complètement. Le chirurgien va mettre son clan ici. Bien sûr, il va le mettre en dessous de la canule d'injection de l'aorte. Dans l'aorte, comme ça, à partir de là, toute l'aorte est perfusée. Cette partie-là de l'aorte n'est pas perfusée. Or, qui c'est qui part à cet endroit? Ce sont les artères coronaires. Donc ça voudrait dire que si le chirurgien met un clan là, il crée une cavité close entre son clan et la valve aortique, dont la seule issue sont les ostia coronaires. Donc s'il injecte quelque chose dans cette cavité close, cette chose-là qu'il a injectée va forcément arriver dans les coronaires du patient. Et donc si ça contient un produit qui va arrêter le cœur, on va, c'est ce qu'on appelle la cardioplégie, la protection myocardique. Le fait d'arrêter le cœur va protéger le cœur. Après, bien sûr, on va aussi injecter des choses qui nous intéressent pour aider le cœur à survivre, à maintenir son intégrité structurelle pendant les périodes de non-perfusion. Cette perfusion dans cet endroit-là ne se fait pas en continu, comme vous avez deviné, elle se fait en discontinu. Et là aussi, on va discuter et on va essayer de comprendre s'il y a des intervalles optimum entre deux injections qui permettent au cœur de survivre dans les meilleures conditions sans qu'il y ait des dégâts en ischémie. Puisque malgré tout ce qu'on fait, si on n'injecte pas en continu, on induit une ischémie du cœur. L'idée, c'est que cette ischémie soit au moindre possible et qu'elle soit encore à une phase où la dette d'oxygène peut être récupérée sans qu'il y ait des dégâts en post-opératoire. Alors, le myocarde néonatal, il est un peu particulier dans la mesure où il a très peu de réserve contractile et il bat déjà au maximum de sa force. Et si on veut augmenter son index cardiaque, il faut augmenter sa fréquence. Donc, on voit tout de suite que cœur néonatal défaillant peut bénéficier des médicaments qui l'accélèrent, qui augmentent son inotropisme, et il va surtout bénéficier des choses qui l'accélèrent. Alors, le cœur néonatal, il est aussi très peu compliant. Lorsque l'enfant naît, Lisa vous a expliqué, les pressions dans les poumons sont isosystémiques, donc le ventricule droit, il est très, très musclé, donc il est peu compliant. Le ventricule gauche aussi, il est très peu compliant, ce qui fait que donc il y a très peu de marge au remplissage, entre guillemets. Alors, il a une sensibilité réduite aux catécholamines. Je dirais plus que réduite, incertaine aux catécholamines. Il y a différents papiers qui décrivent une diminution de nombre de récepteurs à la dénicyclase. Il y a des papiers qui décrivent des asymétries de distribution entre les deux ventricules. Il y a des papiers qui décrivent une grande variabilité pour le même âge des cœurs qui réagissent de façon différente. Donc en fait, pour résumer, je dirais que la réaction aux catécholamines est assez imprévisible quand il s'agit des nouveau-nés. Alors, il utilise exclusivement du glucose et il a un réticulum sarcoplasmique qui est sous-développé. Donc ça, c'est une notion importante puisque ça a deux conséquences. Il a très peu de réserve de calcium et c'est pour ça que le cœur néonatal est très dépendant du calcium extracellulaire. Du coup, on imagine que lorsqu'on veut que sa contractilité soit optimale, il ne faut pas que l'enfant manque et une hypocalcémie. A contrario, lorsqu'il a une hypercalcémie, l'enfant il est incapable le nouveau-né de stocker son calcium en excès et de le diriger vers son réticulum sarcoplasmique puisque celui-là il est très sous-développé. Du coup, il est aussi très susceptible à la surcharge en calcium après la période d'ischémie. Or, vous savez que le calcium intracellulaire en quantité excessive peut aboutir à l'apoptose. Donc,
d'emblée, vous devinez qu'on va être extrêmement attentive au calcium qui soit dans les limites de la normale. Alors, beaucoup d'anesthésistes, et ça, on le voit, hein, c'est à la pause de la CEC, on a l'impression que c'est un peu, tout est un peu mou, qu'il n'y a pas beaucoup de pression, pas beaucoup de fréquence, pas beaucoup de contraction. Et c'est vrai, en donnant un shoot de calcium, on a l'impression que tout revit d'un coup. Il faut résister dans la mesure du possible à cette tentation parce que l'augmentation brutale de calcium intracellulaire après une période d'ischémie peut être extrêmement délétère chez les nouveau-nés. Donc, ça doit être une de nos obsessions, mesurer le calcium et maintenir la normocalcémie. Alors, après, il a un système antiradicalaire qui est déficitaire, ce qui fait qu'il est beaucoup plus susceptible au stress oxydatif. Et puis, il y a une chose en sa faveur, quoique elle est assez incertaine, il a un déficit en 5'-nucléotidase. Alors, à quoi sert cette enzyme? Cette enzyme sert à la conversion de l'AMP, de l'adénosine monophosphate, en adénoside. Donc, vous savez que le ATP, adénosine triphosphate, il est dégradé progressivement en ADP, ensuite en AMP, et la phase ultime, c'est l'adénosine. Que ce soit l'ATP, l'ADP ou le AMP, ils ne peuvent pas quitter la cellule, le myocyte, alors que l'adénosine peut. Donc, chez quelqu'un qui a suffisamment de 5'-nucléotidase et qui est en ischémie sévère, il peut perdre ses réserves, son pool d'adénosine et donc d'adénoside. Et lorsque, à la phase de reperfusion, lorsque la dette d'oxygène pourrait être récupérée, eh bien, il n'y a plus d'adénoside pour refaire de l'adénoside triphosphate. Donc, en théorie, ce déficit qui est constitutionnel protégerait le nouveau-né de cette ischémie, phase catastrophique d'ischémie où il n'y a plus de récupération. Alors, du coup, ça a entraîné beaucoup de chirurgiens cardiaques à penser qu'on pourrait faire des chirurgies avec très peu de réinjection de solutions, donc de cardioplégie dans les coronaires, puisque le cœur supporterait cette ischémie beaucoup plus qu'un adulte pourrait le faire. Et ça, c'est un peu remis en question quand même aujourd'hui, et surtout depuis que ça a été montré, et ce qui est démontré que le cyanosé n'a pas cet avantage. Alors pourquoi l'autre aurait et pas le cyanosé? Et il n'y a pas d'explication. Du coup, tout a été un peu remis en question. Mais malgré tout, vous verrez, au cours de mon exposé, il y a quand même des chirurgiens qui continuent à faire de ces injections très espacées de la cardioplégie lorsqu'il s'agit des nouveau-nés. Alors, la protection myocardique donc, consiste à réduire la consommation d'oxygène du myocarde. Donc, on a vu rien qu'arrêter le cœur, ça le protège. Apporter un substrat énergétique nécessaire pour le maintien de l'intégrité cellulaire. On a vu, il y a quand même une consommation d'énergie minimum pour maintenir cette intégrité. Il faut maintenir le pH intracellulaire. Donc, durant les phases d'ischémie, lorsque le cœur n'est pas perfusé, forcément, il y a une diminution du pH. Donc, il va falloir que cette solution contienne un tampon. Il va falloir que cette solution de cardioplégie prévienne l'œdème cellulaire. Pareil, durant la phase d'ischémie, on va voir, une fois qu'on aura parlé de la composition des solutions de cardioplégie, il y a un œdème cellulaire dû à la solution même peut y avoir un œdème dû à la solution même qui est utilisée. Et puis, cette solution de cardioplégie doit prévenir des lésions de reperfusion. Donc, elle doit contenir des systèmes antiradicalaires, ce serait l'idéal. Alors ça, en ce qui concerne les caractéristiques même de la solution qu'on va injecter dans les coronaires. Et puis après, il y a le bon sens et des règles un peu plus générales.
Il ne faut pas hyperoxygéner des myocardes qui sont cyanosés depuis des mois. C'est ce qu'on a vu dans la diapo avant la pause. Il faut contrôler la pression d'injection de la cardioplégie. Ça, c'est quelque chose que toutes les équipes ne font pas forcément avec un monitoring de la pression. Donc, à Necker, on le faisait. On avait un raccord en Y sur la ligne de cardioplégie. Et donc, on avait à l'écran la pression qui était délivrée dans les corners, même si cette pression n'était pas forcément en valeur absolue la vraie, puisqu'il y a quand même une paire de charges sur les lignes qui sont très fines et très longues. Donc, en principe, on essayait de se maintenir à des pressions de perfusion cornéenne qui soient équivalentes à la pression moyenne normale d'un nouveau-né, donc 40-50. Et ça, suite à une publication un peu ancienne maintenant, mais qui est toujours valide, et qui montre qu'il y a des lésions endothéliales coronaires lorsqu'on injecte à des pressions très élevées et que ça peut engendrer par la suite avoir des conséquences au moment de la reperfusion. Alors après, il y a aussi une chose qui est du bon sens, mais alors qui est extrêmement importante et qui rend les chirurgiens hystériques lorsqu'il y a une distension des cavités lors du rétablissement des retours veineux. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous avez vu les deux veines qui assurent le retour veineux systémique, la veine cave sub, la veine cave infime sont cannulées. Et en plus de ça, il y a un lac qui tient bien les canules l'une et l'autre. Et comme ça, le sang n'a aucune issue que d'aller dans les canules et aller vers la CEC. Bon, lorsqu'on commence à arrêter la CEC, ben, on déjà dessert ces trucs-là. Donc, le sang commence à arriver en parallèle des canules arrive un tout petit peu dans l'oreillette, après on dit droite, donc on commence même à mettre en charge le cœur. Ensuite, on arrête progressivement le débit de la pompe, donc le cœur il se remplit de plus en plus. Plus il se remplit, suite à la loi, en concordance avec la loi de Starling, va augmenter sa contractilité et son débit. Eh bien, si cette chose ne se passe pas progressivement, mais il y a brutalement une distension du cœur, il y a une ischémie sous-endocardique et ça compromet tous les efforts que vous avez faits avec votre cardioplégie durant toute la CEC. Donc ça, c'est quelque chose à éviter. Et puis, de toute façon, les chirurgiens le savent très bien. Dès que ça se remplit, ils commencent à crier. Donc, voilà, le complice réagit. Et puis, il faut qu'il y ait une homéostasie, encore du bon sens, mais c'est essentiel, énergétique, thermique, électrolytique, acido-basique, voilà. Donc, tout ça, tout ça protège, y compris le myocarde. Alors, 97, il y avait déjà 167 solutions de cardioplégie décrites dans la littérature et en 2013, il y avait déjà 224 protocoles de cardioplégie rien qu'en pédiatrie, dont 86 au sang, 93% froide. Donc, il y a toutes les combinations sont possibles et, et vues. Donc, la cardioplégie peut être faite à base de sang, elle peut être faite à base d'une solution cristalloïde, elle peut être chaude, froide, elle peut être chaude puis ensuite froide, froide puis ensuite chaude, ça s'appelle hot shot à la fin. Lorsqu'on a fini la chirurgie, il y a certains chirurgiens qui aiment réchauffer le cœur en faisant une cardioplégie chaude après avoir fait du froid jusque-là. Elle peut être continue, ça personnellement je ne l'ai pas vu. Il y a des chirurgiens qui cannulent à contre-courant le sinus coronaire pour faire la cardioplégie rétrograde vers les artères. Et puisque le sinus coronaire est au fond du médiastin, c'est pas très gênant si vous avez une canule. Alors que si vous la faites antérograde, vous l'injectez dans l'aorte qui est juste au milieu de votre champ. Donc ça, je n'ai vu personne à faire ça en antérograde continu. Mais en rétrograde continu, oui, ça se fait assez facilement.
Et puis, la composition intra ou extracellulaire, ça en fonction surtout de la quantité de calcium qui se trouve dedans, qu'on appelle ça intra-extracellulaire. Et donc, dans tout ça, vous pouvez choisir. Enfin, et donc, il y a des multiples combinaisons. Alors, il y a un très grand problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas trouvé autre chose que le potassium pour arrêter le cœur. Autant ces solutions contiennent toutes sortes de choses qui nous rendent plus ou moins heureux, autant elles contiennent toutes du potassium entre 13 et 15 milliéquivalents par litre. Et c'est ça qui arrête le cœur. Alors, ça crée un arrêt du cœur, ça dépolarise la membrane et c'est comme ça que ça arrête le potentiel d'action. Mais lorsque la membrane est dépolarisée, il n'y a pas que les canaux de potassium qui sont bloqués, il y a tous les canaux qui sont ouverts. Donc le sodium rentre et sort librement, suivi par l'eau, et d'où donc l'œdème cellulaire quasi obligatoire lorsque vous faites ce genre de cardioplégie dépolarisante. En plus de ça, le potassium lui-même, il a une activité d'activation endothéliale dans les artères coronaires. Il produit une vasoconstriction. Souvent, lorsque à la fin de la CEC, il y a eu beaucoup d'injections de potassium, on peut avoir des arythmies du fait de la kaliémie, hyperkaliémie résiduelle. Et puis, donne ce qu'on appelle le stunning, qui consiste en une sorte de dysfonction myocardique transitoire sans qu'il y ait d'atteinte structurelle. C'est une dysfonction, comment dire, oui, enfin, voilà, sans atteinte structurelle, donc tout à fait réversible, mais qui se retrouve assez constamment. Maintenant, il y a eu des tentatives à trouver quelque chose qui arrête le cœur, qui produit un arrêt hyperpolarise la membrane du myocyte et l'arrête hyperpolarisé, auquel cas, bien sûr, il n'y aura pas de potentiel d'action, donc le cœur serait arrêté, mais il n'y aurait pas tous ces autres canaux qui sont ouverts en même temps. Et donc, il y aurait moins d'œdème cellulaire. Le problème, c'est que pour l'instant, il y en a un qui a marché dans les études expérimentales, c'est l'adénosine, mais il est tellement vasodilatateur que pour l'instant, personne n'a vraiment osé l'utiliser en pratique. Voilà, c'est mal toléré. Donc, pour l'instant, on est tous avec notre potassium. Alors, il y a cette grande variation dans les pratiques. On le retrouve donc dans cette enquête qui vous montre les pratiques sur le continent nord-américain. CSA, c'est Amérique centrale et du Sud, Asie, Océanie et Europe. European Union en dernier. Bon, alors, le custodiol, c'est une solution qui est cristalloïde. Et donc, vous voyez, les Nord-Américains l'utilisent pratiquement pas. Les Européens l'utilisent beaucoup parce qu'il est fait en Allemagne et que les centres allemands sont très, très fiers de custodiol. Donc, voilà, 31% des centres européens, donc sûrement Allemagne plus sympathisants utilisent de cette solution cristalloïde. Alors, un équerre, on avait commencé à l'utiliser à partir de 2010, je dirais. Et puis, bon, je vais vous raconter un peu la différence qu'on a constatée. Alors après, dépolarisante avec beaucoup de potassium, donc vous voyez, tout le monde utilise du potassium. Et donc après, il y a une façon dépolarisée, celle introduite par Del Nido, qui est très très utilisée aux États-Unis puisque lui il est américain. Donc ça ressemble un tout petit peu au custodiol, sauf qu'il y a une grosse partie de sang dedans. Custodiol, c'est cristalloïde pur. Alors ça, c'est une autre enquête qui montre donc
uniquement le continent nord-américain. Donc, combien utilisent des solutions basées sur du sang, donc comme la Delnido. Donc, Delnido est très populaire. Le custodial, c'est du cristalloïde. Donc, comme je vous ai dit, personne ne l'utilise aux États-Unis. Et puis, par contre, le customisé, vous voyez, donc il y a beaucoup de solutions faites maison, puisque chaque chirurgien hein, a des convictions et puis c'est aussi basé sûrement sur son expérience. Mais voilà, pour vous expliquer pourquoi il y a autant de types de cardioplégie et que, in fine, il est très difficile de faire la part des choses. Quelle est la meilleure et de démontrer quelle est la meilleure, puisque vous avez vu la marge, notre marge d'action, donc quand on parle en termes de consommation résiduelle d'oxygène du myocarde, c'est tellement faible qu'il faudrait des milliers de patients pour montrer une différence statistiquement significative. Et comme chaque centre fait sa sauce différemment, customisée, eh bien, je pense qu'on ne sera jamais en mesure, en pédiatrie en tout cas, de montrer qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Alors, les adultes ont eu une grosse méta-analyse il y a quelques années et ils ont tranché la cardioplégie au sang est meilleure que la cardioplégie cristalloïde. Mais bon, en pédiatrie, il y a des petites études éparses et donc personne n'a pour l'instant pu conclure ce genre de choses. Alors, juste pour comparer la cardioplégie chaude au sang, la cardioplégie froide au sang et la froide cristalloïde. Alors, je suis navrée, j'ai oublié de rajouter un petit schéma. Et donc, je suis en train de me demander comment je pourrais... je vais peut-être simplement vous l'expliquer et puis je vais essayer d'insérer un schéma dans les diapos que je vous laisse. Comment on délivre la cardioplégie? Donc, vous avez vu où on l'injecte, mais d'où vient cette solution? Lorsque la solution est cristalloïde, comme le custodiol, bah, c'est une poche, un litre de solution qui est accroché à un pied à perf. Voilà. Et il y a des chirurgiens qui le délivrent comme ça, simplement en vertu de la gravité. Et, donc, ce liquide, donc, qui est injecté dans la horte ascendante et dans les corners, il va se trouver, il va ressortir, pardon le terme, il va se retrouver dans le sinus coronaire qui se situe dans l'oreillette droite. Et donc là, il y a une aide qui, avec une canule, va aller ouvrir très vite l'oreille droite et aller aspirer tout ce qui sort dans le sinus coronaire. Donc, vous voyez un peu à quel point c'est approximatif, puisque bon, il ne va pas aspirer 100%, il ne va pas canuler le sinus coronaire, il va juste aspirer à la sortie. Donc, une grande partie va effectivement partir à la poubelle, mais une partie va quand même circuler passer dans la CEC, malheureusement, et va circuler. Et donc, c'est ce que je viens d'évoquer tout à l'heure. On se retrouve avec plus de volume. En plus, c'est du cristalloïde qui nous dilue la CEC et c'est pas toujours facile. Donc, si on a un ultrafiltre, c'est vrai que à ce moment-là, très vite, on peut s'en débarrasser de ce surplus. Donc ça, c'est la cristalloïde. Alors après, lorsqu'on parle de cardioplégie au sang, vous voyez tout de suite, il y a du sang qui vient de quelque part. D'où vient-il? Il vient du circuit de CEC, c'est-à-dire que une partie du débit, bien sûr, le débit va être assuré pour le patient, mais il y aura une pompe supplémentaire qui va prendre un tout petit filet de sang qui sort de l'oxygénateur, qui va être dévié donc vers cette pompe supplémentaire, qui est une pompe de cardioplégie. Et ce sang va être injecté dans les coronaires, enfin dans la horte ascendante, une fois qu'il aura été mélangé avec quelque chose. Et donc ce quelque chose, ça peut être une toute petite quantité de potassium très concentré, mais alors qui passe à un débit, si la pompe passe, mettons, à 20, à 20 tours, le potassium passera un dixième de ça, vous voyez? Donc on rajoute, mais rien du tout, quelques cc, mais d'un produit très concentré. Et ce qui fait que ensemble, le produit très concentré en potassium et le sang qui vient de cette pompe supplémentaire se retrouvent
par un Y ensemble avant, et ils sont injectés dans les coronaires, mais on rajoute très peu au volume total, parce que tout ça, ça va repartir dans la CEC, mais on rajoute très peu. Mais dans ce qui arrive dans les coronaires, la concentration est entre 13 et 15 milli-équivalents par litre de potassium pour arrêter le cœur. Ce potassium est très concentré, mais dans un volume très petit. Donc au moment où forcément il va passer dans la CEC, il va se diluer dans toute la CEC, on n'aura pratiquement pas de traces. Il y a eu tellement peu d'ajoutés qu'il n'y aura pas de conséquences. Alors que la cristalloïde que je viens de dire, lorsqu'on passe 1 litre, que même un quart passe dans la CEC, là on voit une conséquence immédiate. On voit tout de suite la hémodilution, on voit la concentration de ions qui change. D'habitude c'est une hypocalcémie, une hypokaliémie. Enfin, voyez. Donc c'est beaucoup plus simple. On appelle ça la microplégie. Et donc, ça aussi, ça a été beaucoup enseigné par le fameux Yves Durandi dont je vous ai parlé, qui est allé partout dans le monde vendre ses vertus. Et puis, quand on discute avec des chirurgiens un peu plus anciens qui ont fait beaucoup d'humanitaire et tout, ils disent, mais moi, quand je vais en Inde, tous les chirurgiens font ça. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'acheter le litre de cristalloïde allemand à 1000 € le litre. Et puis après s'emmerder avec le filtre artériel pour enlever le surplus de la CEC, alors que le potassium coûterait dans la petite ampoule où il rajoute 1/10 du débit coûte rien du tout. Et puis il n'y a aucune conséquence sur la CEC. Le perfusionniste ne se rend même pas compte qu'il y a eu quelque chose de rajouté. Il dit mais il n'y a pas photo. Enfin, c'est le plus simple, c'est le plus économique et finalement c'est le plus physiologique, ce n'est pas, mais le plus facile à gérer. Voilà. Et puis après, vous avez des intermédiaires. Je mets moitié sang, moitié cristalloïde, comme la Saint-Thomas. La Del Nido, c'est pareil. Je mets presque du custodiol, mais customisé, fait maison. Et puis 2/3 de sang ou 1/3 de sang, je ne sais même plus. Bon, sur quoi ça repose? Ben, c'est sur leur expérience. C'est qu'en fait, dans le monde, tout le monde fait différemment. Ça joue sur tellement peu en termes de consommation d'énergie et il est difficile de montrer une différence. Mais le plus important, c'est d'arrêter le cœur finalement. Voilà. Donc, néanmoins, il y a quand même des différences. Et puis, voilà, j'arrête de dire qu'il n'y a pas de différence pour vous montrer les différences quand même. Donc, dans la cardioplégie chaude au sang, dans celle dont j'ai parlé, la microplégie, où c'est du sang de la température de la CEC avec l'hématocrit de la CEC, où on rajoute juste un petit filet de potassium. Bon, ça ne donne pas d'hémodilution, j'espère que je vous ai convaincu. Ça apporte l'oxygène au cœur, puisque c'est du sang oxygéné qui sort de l'oxygénateur. Ça contient tous les complexes antiradicalaires contenus dans le sang se retrouvent dans les coronaires, donc c'est parfait. J'ai un pouvoir tampon qui est très bon. Le sang a un meilleur pouvoir tampon que le bicarbonate, notamment en hypothermie, parce qu'il contient de l'histidine. Ces terminaisons d'histidine, je ne sais plus sur quelles protéines ils sont situés, mais en tout cas, eux, ils ne perdent pas leur pouvoir tampon, alors que le bicarbonate perd en partie son pouvoir tampon en hypothermie. Donc c'est pour ça que défenseur de la cardioplégie au sang, même si le sang est froid, mais que ce soit du sang. Donc voilà, très bon pouvoir tampon du sang, contrôle la température du myocarde. Bah, si je prends le sang de la CEC à la température de la CEC, bah, il n'y a pas photo. Le cœur aura la température de la CEC. Vous êtes d'accord que ça soit injecté dans le... Et le cœur est entouré par le corps qui, lui, a la température de la CEC. Donc, tout le monde a la température de la CEC. On sait exactement où on est. Alors que si je prends le corps de l'enfant qui entoure le cœur
à la température de la CEC, mais moi j'injecte ma cardioplégie à une température différente, donc d'habitude inférieure, parce que moi je crois que je veux refroidir le cœur pour mieux le protéger, donc j'injecte à 4 degrés. Ok, donc le cœur sera à 4 degrés pendant quelques minutes sûrement. Mais après, il est entouré par le corps qui est à 37. Donc, est-ce que vous croyez, vous, que le cœur va rester à 4 pendant 20 minutes? Je ne pense pas. Mais personne n'a mis un capteur de température pour le mesurer. Personne ne le fait en pratique, vous voyez. Donc, pareil, il apporte du substrat nutritif au cœur. Certes, le cœur, il y a des périodes, il y a 15 à 20 minutes où il ne reçoit rien, mais après, quand il reçoit le sang, il est plein de nutriments, donc on peut imaginer que c'est mieux que s'il reçoit un soluté cristalloïde. Et puis, le grand désavantage, c'est que le cœur est chaud, et donc, du coup, il faut réinjecter. Et donc, il y a eu des travaux et puis surtout l'expérience des gens qui ont pu identifier un seuil en temps que le cœur peut tolérer sans avoir des lésions d'ischémie irréversibles. Et donc, ça semblerait être lorsqu'on fait la cardioplégie chaude, entre 15 et 20 minutes. Alors, la cardioplégie froide au sang, donc certes, en termes d'hémodilution, alors c'est plus important. Pourquoi? Parce que la froide au sang, d'habitude, c'est pas du sang pur refroidi. Hein. Elle est froide parce qu'elle a été mélangée avec un soluté cristalloïde qui est froid. Donc c'est du sang dilué en fait, froid. Apporte moins d'oxygène et un peu moins d'inhibiteurs de stress oxydatif. Et le pouvoir tampon, il est quand même bon parce qu'il y a l'histidine du sang et donc ça va. Alors, le contrôle de la température du myocarde, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'en pas sûr hein, que le myocarde va rester à la température de la solution d'injection pendant des dizaines de minutes. Et ça, c'est surtout vrai si en plus il y a beaucoup de collatéral. Donc, substrat nutritif, certes, un peu moins que si c'était du sang concentré. Et puis l'avantage, c'est qu'on fait un peu moins de réinjection parce que même si le cœur ne reste pas à cette température pendant des heures, il est quand même refroidi par rapport à la cardioplégie chaude. Et puis la froide cristalloïde, donc c'est les trois les plus fréquentes, mais après, vous avez vu, il y a tellement de combinaisons possibles que tout le monde fait sa sauce. Alors, la froide cristalloïde, donc l'hémodilution est majeure, surtout lorsque l'aide n'est pas capable de tout aspirer ce qui sort du sinus coronaire. L'apport en oxygène est à zéro, puisque la solution cristalloïde n'apporte pas d'oxygène. Il y a peu d'inhibiteurs des radicaux libres. Alors, par exemple, le custodiol, je ne sais plus ce qu'ils ont mis. Le kétoglutarate, pour eux, c'est ça, l'inhibiteur des ROS, je crois. Le pouvoir tampon, d'habitude, c'est du bicarbonate qu'ils mettent. Et comme j'ai dit, en hypothermie, le bicarbonate, c'est un peu moins un bon tampon qu'en normothermie. Le contrôle de la température myocarde, voilà. Substrat nutritif, oui, ça apporte, c'est surtout basé sur le sucre, enfin du glucose, mais c'est pas pareil avec le sang. Et puis, pareil, il y a moins de réinjection parce qu'on a quand même un peu refroidi le cœur néanmoins. Alors, l'intervalle de réinjection. Donc ça, c'est la chaude. Donc là, c'est expérimental. Hein. C'est le créatine phosphate, c'est les petits points blancs là, et les points noirs, c'est l'ATP. Et donc ça, c'est des mesures faites sur les cellules myocardiques. Je ne sais plus ce que c'est comme animaux. Des intervalles de réinjection toutes les 15 minutes, 20 minutes, toutes les 30 minutes. Donc, voyez, intervalle d'injection toutes les 15 minutes. Il y a certes une diminution de créatine phosphate entre les injections. Quand le cœur reperfusé, ça augmente. Et puis, en phase d'ischémie, ça baisse. Et puis, ça fait le yo-yo. Mais néanmoins, l'ATP ne bouge pas énormément. Donc, 15 minutes, on dirait qu'en normothermie, c'est toléré. Même 20, c'est
pas mauvais, hein. Franchement, en 20 minutes, le chirurgien a quand même le temps de faire beaucoup de choses en 20 minutes. Après, il faut qu'il s'arrête pour faire la cardioplégie, mais 30 minutes, ça commence à être problématique. La TP baisse de presque moitié. Donc, il est probable que 30 minutes n'est pas toléré en normothermie. Bon, les chirurgiens avec qui je travaillais sont en général calqués sur 20 minutes. Et c'est ce que le fameux Yves Durandi a d'ailleurs beaucoup publié et beaucoup présenté en congrès, 20 minutes. Alors, les intervalles de réinjection du point de vue du pH intracellulaire, c'est la même étude expérimentale. Donc, le pH cellulaire, si ça réinjecté toutes les 15 minutes, baisse bien. Bon, mais voyez, quand c'est toutes les 30 minutes, la cellule devient vraiment très, très acide. Alors, la température du myocarde. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc on a 3 groupes. On a un groupe de groupe 1 où la CEC est faite à 15 degrés avec une cardioplégie. Alors, la cardioplégie est à quelle température? Le groupe 1, c'est celui avec des petits points. Donc, la température de la cardioplégie est probablement de 15. Donc, la CEC et la cardioplégie à la même température. Le groupe 2, la CEC, donc c'est avec les lignes continues, enfin plus grosses comme ça. 28, la température de la CEC et la cardioplégie à 4. Et le groupe 3, CEC à 15, cardioplégie à 4. Donc le groupe 2, c'est celui-ci. Donc bien sûr, la première injection de la cardioplégie à 4, la température du myocarde baisse beaucoup. Donc elle n'est pas tout à fait à 4, mais elle a bien baissé. Mais la CEC est à 28. Donc, vous voyez, le cœur se réchauffe. Donc là, il est à 23 pour baisser ensuite. Vous voyez, donc la moitié du temps, la température est au-dessus de 15, largement. Alors, la CEC froide, cardioplégie froide. Donc ça, c'est ce groupe-là avec un point et une ligne. Et donc, vous voyez, là, c'est un peu plus raisonnable. Il se réchauffe certes, mais il n'atteint pas 15, il est un peu en dessous, vers 12-13. Donc, c'est mieux maintenu. Donc, que dire par ça? Si votre cardioplégie et votre CEC ont la même température, c'est la situation idéale, puisque là, vous savez ce que vous faites. Ou au moins qu'elle soit proche, c'est-à-dire que vous faites la cardioplégie froide, bah, faites aussi l'hypothermie. Pas forcément 15, mais au moins faites l'hypothermie. Lorsque vous jouez avec l'une très froide, l'autre très plus chaude, vous ne savez pas très bien ce que vous faites. Voilà, et là, comme vous voyez, les réinjections étaient faites toutes les 30 minutes en plus, donc c'est un intervalle assez large. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un stunning obligatoire. Donc, une dysfonction transitoire sans conséquences anatomiques, sans modification morphologique de myocytes. Et donc là, ce sont des fermetures de CIA. Donc, la fermeture de CIA, c'est la chirurgie la plus facile, qu'on confie au chef de clinique un peu plus avancé, quand ce sont leurs premières opérations. Bon, c'est un clampage de maximum 15 minutes, donc une cardioplégie. Il y a certains chirurgiens qui n'en font même pas, ils font fibriller le cœur pendant quelques minutes, le temps de fermer la CIA. Donc, c'est considéré la plus anodine et c'est là qu'on s'attend à ce que l'enfant puisse sortir de l'AREA sans problème le lendemain matin, voire le soir même. Voilà, c'est le plus simple. Et bien, même là, on a un phénomène de stunning. Donc là, j'ai un peu déformé les figures pour qu'elles soient au même pour les... Ah non, je ne les ai pas déformées, je les ai telles quelles. Bon, si vous la déformez un tout petit peu pour l'amener au même... à la même... comment dire, pour avoir les mêmes chiffres sur les deux axes, vous allez voir qu'il y a quand même une nette dégradation à la fois en termes de fonction systolique, donc cette pente-là, et en termes de fonction diastolique. Et malgré tout, ce sont les chirurgies les plus courtes, les plus simples, mais
il y a eu une cardioplégie, il y a eu un clampage. Donc, le cœur réagit même à même à un clampage très court. Il n'y a pas de conséquences cliniques, mais si on fait ces pression-volume, on voit qu'il y en a un. Donc, vous imaginez que plus le clampage est long, plus ce stunning sera important et plus on va s'approcher de la dysfonction moins transitoire que transitoire. Alors, un autre problème pour choisir sa cardioplégie, c'est en fait, on n'a pas de critères pour la juger. Si ce n'est l'expérience de la personne qui dit qu'elle a toujours fait ça et que ça a très bien marché, mais comment la juger objectivement? On ne peut pas prendre le taux de décès comme un facteur de jugement puisque la mortalité maintenant, heureusement, en cardiopédiatrie est très faible. Donc du coup, il faudrait vraiment des groupes immenses pour avoir un résultat. On ne va pas non plus la juger en termes d'infarctus post-op. Heureusement, c'est un phénomène, enfin, c'est une complication très rare. Ce qu'on va juger en fonction du séjour, qui on sait est très multifactoriel, bas débit post-op. Bon, donc tout ça pour vous dire qu'on ne sait pas juger la qualité d'une cardioplégie, que c'est très subjectif. On a essayé, ça a été proposé d'utiliser la troponine. Donc ça a très bien marché chez les adultes parce que les adultes ont 5 ou 6 types d'interventions et puis comme ça ils ont pu déceler les seuils de troponine au-dessus desquels ça reflétait une mauvaise protection myocardique et donc mais en pédiatrie, un jour, on a eu à faire une liste des interventions, enfin, les chirurgiens ont dû faire une liste des interventions, enfin, je sais plus, c'était la T3, ou enfin, un truc administratif qui leur demandait ça. Et ben, ils ont recensé 75 types différents d'interventions qu'ils pratiquaient à nickel. Bon, après, ils en ont peut-être rajouté un peu parce que des formes de la même intervention, mais avec des petites variations, mais lorsque vous prenez les intitulés, lorsque vous prenez les scores de gravité qui ont été faits et qui ont inclus des tableaux sans fin de types différents d'interventions, bah, je pense qu'ils n'ont pas exagéré, qu'ils faisaient effectivement 75 façons différentes d'opérer les cardiopathies. Donc, vous imaginez qu'ils n'ont pas tous avoir le même seuil de troponine en post-opératoire. Il y a des chirurgies, on fait des résections musculaires importantes dans les sténoses sous-aortiques, dans les sténoses infundibulaires, on enlève du muscle. Et puis là, le professeur Vouet avait l'habitude de dire que si la troponine n'a pas augmenté suffisamment après sa résection sous-aortique, ça voudrait dire qu'il a mal opéré, qu'il n'a pas enlevé assez. Donc, on peut avoir des chiffres de troponine faramineux en post-op selon ce qu'on a fait. Rien que toucher le septum en fermant un CIV vous donne une augmentation de la troponine, alors que la CIV, quand même, c'est une intervention assez banale avec des suites extrêmement simples. Donc, lorsqu'on voit des publications disant qu'au-dessus de 5,9 nanogrammes par millilitre, il y a une telle dysfonction myocardique, une telle mauvaise protection que l'enfant risque de décéder dans les 30 jours, bah, c'est sorti dans une bonne revue, mais c'est un peu risible. Et puis pareil, plus de 100 nanogrammes par millilitre, forte prédiction du décès post-op dans une très grosse revue. Bah, l'expérience qu'on avait indiquée, la tétralogie de Fallot, certes, vous n'avez pas encore eu le cours, mais il y a une résection infundibulaire, ça fait partie du geste opératoire. Ça, c'est le premier jour post-op, la première semaine, bah, il monte beaucoup, hein, et c'est en nanogrammes par millilitre, hein, comme le précédent. Et donc, ceux-là, bah, ils ne sont pas morts du tout. Hein. Ceux-là, ils allaient très bien, et ils sont sortis le lendemain. Donc, la troponine n'est pas un bon facteur. Et puis, c'est assez risible de voir, on essaie d'avoir la réponse à quelle est la meilleure cardioplégie, la froide, la chaude, la sans, la cristalloïde. Ben, regardez les effectifs qu'on a publiés, c'est rien. Donc, à mon avis, je ne pourra jamais conclure. Et donc, ça restera toujours, enfin, pour l'instant en tout cas, une histoire on fait ce qu'on sait faire en mieux et puis on se base sur notre expérience. Alors, le préconditioning ne marche pas très bien. On ne sait pas pourquoi. Voilà, mais après, on fait tous
d'halogénés à l'induction, parce que c'est comme ça qu'on endort nos enfants. Donc, on estime qu'on fait un tout petit peu de préconditioning, même si la littérature ne montre pas de bénéfices. Mais voilà, pour l'instant, c'est assez décevant en termes de... J'écoute vos questions. Il est